Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Avant de commencer mon édito, je vais vous montrer, ou plutôt vous remontrer, la vidéo de désormais ex-procureur général près la cour d'Alger. Vous allez écouter et on en reparle dans un petit instant. قام نفس القاضي المخطر بالملف بإصدار 9 أوامر بالقبض دولية. السيد قاضي التحقيق وجه الاتهام إلى عدة أشخاص آخرين، أذكر منهم على سبيل المثال المدعو شكيب خليل وزير الطاقة السابق، زوجته وابنيه لدو. وقام السيد قاضي التحقيق بعد أن وجه الاتهام لهؤلاء الأربعة بإصدار أوامر بالقبض الدولية ضدهم. Et vous savez ce qui vient de lui arriver, monsieur le procureur général, il y a quelques instants seulement? Ouqila, comme on dit. Mouch waqila. Ouqila, il a été démissionné. Baroto, comme on dit. Il y a quelques mois seulement, je discutais avec un journaliste français sur le sac des richesses du pays par les dirigeants du régime algérien et aussi sur la protection, voire le parrainage, voire le recel des politiciens français dans ce pillage effréné. Je lui avais dit que dans le premier cercle du pouvoir, certains barons détournaient des centaines de millions de dollars, qu'ils planquaient un peu partout dans le monde grâce à un savant dispositif de sociétés offshore, de banques indélicates et de très nombreuses techniques de transferts et de blanchiment. Vous savez ce qu'il m'a rétorqué, mon très avisé confrère français? Voilà exactement ce qu'il m'a dit, je vous le redis. C'est lui qui parle. Hein. Tu sais, Jamaldin, votre problème, vous, les journalistes et les opposants algériens, c'est que vous exagérez tellement les crimes de vos dirigeants que finalement, vous leur rendez service. Puisque, à la fin, ce que vous leur imputez est tellement invraisemblable, tellement hallucinant, que plus personne ne vous croit. Vois-tu, tu m'aurais dit que ces gens détournaient des centaines de milliers de dollars. Allez, des millions de dollars. Je l'aurais cru, je t'aurais cru à la limite. Mais des centaines de millions de dollars, là, tu n'es plus crédible, mon cher ami. Excuse-moi, mais tu n'es plus crédible. Et tu démolis tout seul tout ce que tu avances. Excuse-moi, mais ce que tu me dis là est tout simplement impossible. Et j'en sais quelque chose. Fin de citation. C'est ce que m'a dit ce journaliste français. Et voilà pourquoi, généralement, quand je suis avec des Occidentaux, je ne dis jamais que le quart ou même pas des crimes de nos dirigeants pour éviter de me faire passer pour un farfelu, un comique méditerranéen. Et même le quart, quand j'en parle à ces gens-là, je vois dans leurs yeux cette lassitude de gens qui sont trop polis pour vous dire qui ne vous prennent pas au sérieux. Ah, ces Algériens doivent-ils ruminer? D'un grain de sable, ils te font une montagne. Tous pareils, ces comiques méditerranéens. Pourtant, le journaliste en question, celui qui a été assez honnête pour me dire qu'il ne me croyait pas, n'allait pas tarder à se manifester. Quand l'affaire Saipem Sonatrach avait éclaté et qu'il a entendu dire par d'autres sources que celles des comiques méditerranéens que le pot de vin versé au seul petit Farid Bjaoui, par la seule Saipem s'élève à 264 millions de dollars, que le petit Farid Bjaoui se déplace à bord d'un jet privé qui coûte la bagatelle de 50 millions de dollars.
Alors il s'est rappelé sa sortie condescendante à mon endroit et il a eu l'honnêteté, la gentillesse de prendre son téléphone. Il m'a présenté ses plus plates excuses. Et moi, pour enfoncer le clou avec ce petit ricanement sardonique dont j'ai le secret, je lui ai répondu qu'en fait, pour ne pas le choquer, je ne lui avais pas tout dit, qu'il y avait des barons du régime qui avaient engrangé non pas des centaines de millions de dollars, mais des milliards de dollars. Et j'ai raccroché en lui disant à bientôt entre deux autres petits ricanements, l'un railleur et l'autre condescendant. Le même que celui qu'il m'avait fait quand il ne m'avait pas pris au sérieux. J'imagine qu'avec cette affaire de Panama Papers, qui promet des révélations autrement plus prometteuses, ce confrère ne va plus nous prendre pour des comiques méditerranéens. Qui sait? Il va peut-être comprendre que les images d'Épinal, d'Ali Baba et des 40 voleurs qui se remplissent les poches d'argent pour aller s'acheter des coquettes résidences à Neuilly, c'est du pipi de chat. Hachakoum. Le petit Saadani, le petit Sellel, le petit Bouchouerb, le petit Ouyahia et les milliers d'autres petits piques assiettes à la petite semaine, finalement, comparé aux grands fauves. C'est du menu fretin, des gagnés petits, peut-être même des leurs, pour détourner notre regard des vraies prédations. Sinon, en Algérie, c'est comme d'hab. La banalisation continue de faire son œuvre. On viendrait nous apprendre que le régime vient de vendre une partie de l'Algérie, ce qu'il fait déjà en fait. Personne ne bougerait une oreille. Alors que le monde entier est en train de trembler sur ses fondements, que des politiciens occidentaux sont stigmatisés, non pas pour avoir volé, non pas pour avoir détourné des sommes d'argent du trésor public, non pas pour avoir touché des pots de vin, mais juste pour ne pas avoir déclaré des biens ou pour avoir fraudé le fisc, pour lui avoir subtilisé des sommes non déclarées. En Islande, le Premier ministre a été violemment contesté. Sa démission a été exigée par plus de 20 000 personnes, 20 000 manifestants, pour avoir détenu une société offshore au nom de son épouse, sans l'avoir jamais déclarée. Pourtant, sa femme est connue pour être une très riche héritière. Regardez. Og ég skammast mín fyrir að búa í landi þar sem þessum 7-8 árum eftir mesta efnahagshrun seinni tíma teygðu sig allt samfélagið innan við þjóðsögu sjálfan sig sem bjargvætt þjóðarinnar. Allægi orðin hneykslunarhella við klúður og spillingu. Ég skipta öllu máli hvað útlendingum Et devinez ce qui vient de se passer après cette manifestant du peuple islandais. Le Premier ministre vient de démissionner. Le peuple islandais a imposé sa volonté. En Algérie, c'est le pays tout entier qui a été dépecé, coupé en tranches, partagé entre les copains et les coquins. Ce sont des centaines de milliards de dollars qui sont évaporés dans la plus totale opacité. Et personne ne bouge une oreille. Parce que la société algérienne est sidérée, traumatisée, anesthésiée, plongée dans un coma profond. Parce qu'elle a été profondément meurtrie par un terrorisme implacable, impitoyable. Parce que ses élites sont aux abonnés absents. Parce que son université a été assassinée. Parce que les valeurs les plus sacrées de cette malheureuse société ont été extirpés, foulés aux pieds des soudards. L'Algérie est en bien mauvais point
quand une zaouia, une confrérie religieuse qui se dit la quintessence de la foi, reçoit l'injonction et s'y soumet en frétillant de la queue de blanchir l'image de Chakib Khalil, elle s'y soumet avec un enthousiasme qui vous laisse muet au point de le recevoir, ce monsieur, comme s'il était un saint, de le couvrir de bénédictions, de le baiser au front, comme on fait avec les plus vénérables des grands chouyours, au point de lui faire revêtir, non pas une robe d'honneur, comme on fait habituellement, mais 3 robes d'honneur, comme cela se pratiquait dans les cours des vieilles dynasties musulmanes. Oui, vous l'avez vu. On l'a revêtu d'une djellaba, puis d'une kashabia, puis d'un burnous. Il est devenu épais comme ça, avant de l'inviter à s'exprimer devant l'assistance. Peut-être même lui a-t-on demandé de conduire la prière, et qu'il aurait gentiment décliné, parce que, après tout, il n'est pas aussi stupide que les camelots de bondieuserie de la dite Zawiya. Jusqu'où allez-vous aller comme ça? Mais, ma'lish, le jour viendra, et si vous en doutez, méditez le sort de vos amis qui ont été balayés et même lynchés sous les cendres dans lesquelles vous avez enseveli la société algérienne. Les braises de la dignité sont toujours ardentes. Kilium, Inch'Allah. Vous verrez, Kilium. Aujourd'hui. Le Monde. Panama Papers. En Algérie, l'argent du pétrole passe par l'offshore. Par Johan Tilouine. TSA. Scandale Panama Papers. L'étau se resserre autour des proches de Khalil. Le détail du montage financier dévoilé. Par Taoufiq Abdelbari. Liberté. Il a créé une société offshore alors qu'il était ministre. Évasion fiscale, Bouchouareb au cœur du scandale. Par MCL. Avec nous aujourd'hui, Ali Benouari, président de Nida Al-Watan, Jilali Hijaj, porte-parole de l'Association algérienne de lutte contre la corruption, Faisal Mattawi, journaliste. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Bonsoir Sidjamel, bonsoir à mes téléspectateurs, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Alors, avant d'entrer dans les questions-réponses, dites-nous un peu votre sentiment sur ce qui vient de se passer au sujet de Monsieur le procureur général qui vient d'être remercié. Une république bananière, Sidjamel. L'Algérie ressemble de plus en plus à une république bananière, hélas. Mais j'aimerais dire à propos des personnes que vous avez citées, notamment le ministre de l'Industrie et des Mines, puisque je vis en partie en Suisse, laissez-moi vous dire que jamais un Bouchouareb n'aurait pu ouvrir un compte en Suisse en tant que ministre, parce qu'il est considéré comme, il aurait été considéré comme personne politiquement exposée, tout comme moi d'ailleurs, même si je vis ici depuis 35 ans, parce que j'ai été ministre pendant moins d'1 an. On lui aurait posé une foule de questions auxquelles il n'aurait pas répondu. Et c'est pourquoi lui et ses semblables et tant d'autres responsables algériens se sont tournés vers les sociétés offshore. Et j'ajoute que les comptes numériques qui faisaient le bonheur des escrocs en tout genre et des spécialistes de l'évasion fiscale, ces comptes numériques sont sévèrement réglementés depuis une dizaine d'années. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde se tourne vers des sociétés offshore, y compris les hommes d'affaires algériens. Oui, vous m'avez bien entendu, la quasi-totalité des hommes d'affaires algériens ont des comptes à l'étranger et en particulier à travers des sociétés offshore. Vous voyez, c'est devenu un sport national, hélas. Ali Benouari, à un certain moment, ici même dans cette émission, vous nous avez parlé de 200 milliards de dollars algériens qui se baladeraient en Occident dans une totale opacité dont personne ne connaît ni les origines, ni l'acquisition, ni le mode d'acquisition. Oui, ça avait l'air un peu gonflé de ma part. Effectivement, à l'époque, mais maintenant ça paraît plus vraisemblable. D'autant plus que le ministre du Commerce lui-même a reconnu il y a moins d'1 an que 30% des importations algériennes sont
surfacturé. Cela signifie 18 à 20 milliards de dollars par an. Il le reconnaît lui-même. Le gouvernement reconnaît qu'il y a une vingtaine de milliards de dollars chaque année qui sont payés par l'Algérie contre des marchandises qui n'arrivent pas. Multiplié par 10, ça vous fait déjà 200 milliards de dollars. Mais c'est aussi parce que je connais le système algérien. Je connais mon pays pour en avoir été un cadre, n'est-ce pas, à des niveaux importants, y compris d'ailleurs à la Banque centrale d'Algérie, dans les années 70. Je connais mon pays et je connais les pratiques qui sont en vigueur. Et les 200 milliards de dollars me paraissaient un minimum. C'est vraiment un minimum. Et aujourd'hui, hélas, on voit à quel point j'ai eu raison. Mais Ali Benouari, ça suppose aussi un tel volume d'argent volé, hein, il faut dire les choses comme elles sont, volé d'une façon ou d'une autre, d'une façon souvent légalisée. Si un tel volume, une telle masse d'argent circule en Occident, donc ça se fait avec la corruption et avec l'accord et la complicité des États européens, sans nul doute. Dans une certaine mesure, bien sûr, Alger achète même des dirigeants étrangers. On achète, ils ont acheté leur maintien au pouvoir en donnant des marchés aux grandes puissances, aux grands partenaires. Ils donnent de l'argent pour financer des campagnes électorales, d'hommes politiques à l'étranger. Ils achètent la paix sociale. Ils ont acheté tout le monde. Voilà, le drame, il est là. Restez avec nous, Ali Benouari, nous allons recevoir Gilal Hijaj maintenant, très connu comme un grand militant de lutte contre la corruption en Algérie, qu'on a décousu, si on peut dire, depuis des années maintenant avec ce régime qui ne cesse de dénoncer et dont il ne cesse de dénoncer les pratiques mafieuses. Gilal Hijaj, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous en prie. C'est important que Magal Bia, avec ses émissions, puisse apporter un éclairage utile aux téléspectateurs qui suivent notre chaîne de télévision. Merci Gilal Hijaj. Alors, d'abord, je vous laisse nous commenter un peu l'événement, ce qui vient de se produire, le limogeage du procureur général Zarmati, puis l'affaire de Panama Papers. Écoutez, rien n'est surprenant. Je voudrais personnellement et très modestement rendre hommage au consortium international des journalistes qui pour la deuxième fois maintenant, après le grand scandale HSBC il y a 2 ans, j'allais dire monte sur la ligne de front pour éclairer l'opinion publique internationale sur un certain nombre de terribles dysfonctionnements. Je crois que c'est tout à l'honneur de ces journalistes et des journalistes d'investigation qui, dans des conditions très difficiles, font un travail remarquable. C'est vous dire l'importance de la liberté de la presse, l'importance de la liberté d'expression. Ces libertés, malheureusement, sont en souffrance dans mon pays, et c'est ce qui explique qu'un grand nombre de journalistes qui ont beaucoup de mérite dans mon pays, malheureusement, en toutes les difficultés du monde, à pouvoir mener aussi des enquêtes et faire de l'investigation pour qu'il y ait plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Donc, qu'il y ait des conséquences immédiates suite à ces énormes révélations, à ces scandaleuses et criminelles révélations, ça n'est pas surprenant. Je crois qu'il faut s'attendre parce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, aussi bien en Algérie qu'ailleurs où a éclaté ce scandale, il y ait d'autres pratiques de ce genre, d'autres décisions de ce genre. Et parfois, il peut y avoir aussi, pour des personnes accusées à juste titre, des pratiques poussées même à l'extrême. J'ai pour souvenir le lancement de l'opération Main Propre au tout début des années 90 en Italie, où étaient accusés et condamnés donc un grand nombre de chefs d'entreprise, de grands groupes et de sociétés italiennes, et qui ont été poussés même parfois au suicide parce que c'était la honte, parce que c'était révélé, parce que ils ont eu ces actes terribles parce que les faits aussi étaient accablants et les faits étaient... Donc, moi, je me réjouis. Malheureusement, j'aurais voulu
qu'il n'y ait aucune personnalité, ni aucun citoyen, ni aucun fonctionnaire algérien qui soit impliqué dans cette affaire. Mais faut pas rêver, Gilal Hajjaj. Faut pas rêver. Il est fort probable que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on apprenne qu'il y ait d'autres responsables algériens, soit en activité, soit à la retraite, qui soient cités aussi. L'Algérie a émis une protestation auprès de l'État français au sujet de l'apparition dans le journal Le Monde de la photo du président Bouteflika parmi les présidents et les chefs d'État qui sont mouillés dans cette affaire, comme si l'État français pouvait diriger la salle de rédaction du Monde. Oui, mais je crois savoir que le journal Le Monde s'en est expliqué. Il reconnaît qu'effectivement, c'est plutôt une maladresse. C'était beaucoup plus pour illustrer l'Algérie que mettre en cause le chef de l'État algérien. Mais ça n'enlève rien du tout à l'importance de ce scandale. Il y a un membre du gouvernement algérien qui est impliqué, qui est cité, qui reconnaît les faits, qui reconnaît l'existence d'une société offshore. Donc c'est peut-être ça l'essentiel. Et ce qui est le plus terrible, c'est que ces faits surviennent quelques semaines, ou du moins sont révélés quelques semaines après la nouvelle constitution, dont le pouvoir nous a dit que c'était la Deuxième République, que ça allait consacrer les libertés, que ça allait consacrer l'état de droit, la transparence dans la vie publique, de la morale et de l'éthique dans la gestion des affaires publiques. Or, voilà que tout le contraire, que l'opinion publique assiste à tout le contraire, juste quelques jours après le retour en fanfare de Cheikh Ibrahim qui est... Justement, Gilal Hajjaj, justement, au sujet de l'affaire islandaise, au moment où le Premier ministre démissionne à la suite d'une manifestation contre lui parce que sa femme est détentrice d'une société offshore non déclarée, au même moment, le régime algérien limoge le procureur général qui avait fait état des inculpations contre Chekib Khalil, lequel Chekib Khalil donc a été lavé plus blanc que blanc, qui a été reçu par une zaouïa, qui a été revêtu de 3 robes d'honneur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, Gilal Hajjaj, cette affaire Chekib Khalil? En fait, Chekib Khalil, qu'on s'entende bien, pour le moment, il est blanchi par le pouvoir en place, pouvoir qui a eu l'indécence de le faire accueillir par un commis de l'État, alors que Chekib Khalil n'a plus aucune fonction officielle. C'est une dérive extrêmement grave. Et il a été blanchi et a bénéficié d'un chèque en blanc d'une zaouïa, qui est une représentation parmi des milliers de représentations qui n'ont aucune assise, ni aucune reconnaissance globale de l'opinion publique. Mais, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, Chekib Khalil n'est pas encore blanchi par la justice algérienne. Et je me suis prononcé sur cette question depuis plusieurs jours dans les canaux de vos différents collègues en Algérie et même à l'étranger, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous menons cet entretien, le dossier Chekib Khalil, son épouse et ses 2 enfants est toujours pendu devant le tribunal d'Alger. Pour qu'il n'y ait plus d'affaires judiciaires Chekib Khalil en Algérie, il faudrait qu'il y ait officiellement un non-lieu prononcé par la justice algérienne. Or, nous n'en sommes pas encore là. Et nous nous retrouvons paradoxalement au moment où le pouvoir fait adopter une nouvelle constitution qui consacre avec moult détails l'indépendance de la justice. Nous nous retrouvons dans une situation mais qui ne connaît aucun précédent depuis l'indépendance et même depuis le parti unique. Nous n'avons plus actuellement, et j'assume mes propos, de système judiciaire en Algérie. Nous n'avons plus en ce moment même un corps de magistrats qui puisse exercer ses fonctions conformément à la législation du pays. Voilà la gravité dans la... Restez avec nous, Gilal Hajjaj. Je vais revenir vers vous justement avec cette question qui consiste à vous répondre. Qui empêche le régime algérien de faire rendre un non-lieu à l'endroit de M. Chekib Khalil? Je vais revenir à vous pour vous poser cette question. Et je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari. Oui, je suis avec vous. Alors, prenons 2 cas emblématiques. Celui de Chekib Khalil et celui de Bouchouar,
désormais tête de Turc. Chakib Khalil est d'une toute autre ampleur, d'une toute autre envergure. C'est un grand fauve. C'est lui qui a constitué une caisse noire pour les frères Bouteflika, caisse noire qui leur a permis d'acheter tout le monde, de corrompre des centaines de généraux, de corrompre tout le monde, de corrompre des chefs d'État étrangers, de corrompre la presse occidentale, je ne vous dis pas. Donc lui, il est au cœur d'une grosse machine de détournement et de corruption. Et c'est peut-être pour ça qu'ils le ramènent, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que lui, il tient tout le monde. Par ailleurs, il y a M. Bouchouel, qui, comparé à Chakib Khalil, était un tout petit. Hein. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il fait la une, il choque l'opinion, il est emblématique à plus d'un titre de ces pratiques du régime algérien. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'un et sur l'autre? Comment percevez-vous ce scandale à multiples facettes? Vous savez, Jamel, on dit que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. 17 ans de pouvoir ininterrompu et sans partage, avec près de 900 milliards de dollars à disposition. Ça donne le résultat que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire un pays détruit, des rêves détruits, les chances de nous en sortir absolument compromises. Aucun gouvernement au monde n'a eu autant de moyens entre ses mains, autant de moyens pour aboutir à cette véritable destruction du potentiel d'un pays. Les deux cas ne sont pas si éloignés, ce sont les mêmes faces le même côté d'une même médaille. Eux, aujourd'hui, demain, certainement d'autres. Peut-être que ce qui frappe dans les deux cas que vous citez, c'est l'arrogance. Ces deux ministres pêchent par une arrogance sans pareil. On pourrait rajouter Ouliakia et d'autres, mais je ne sais pas s'ils ont des choses à se reprocher, mais on le saura, croyez-moi, très vite. Tout ça fait que j'ai qualifié il y a deux ans à peu près, chez un de vos confrères, le pouvoir algérien comme une association de malfaiteurs. Là aussi, ça avait choqué un peu, ça pouvait avoir choqué, mais vous voyez bien que ça ressemble de plus en plus à une association de malfaiteurs unis, pas pour le meilleur, unis pour le pire du pays. Voilà l'impression que j'ai, mais eux et d'autres, et n'oubliez pas, les privés algériens, ils ne devraient pas s'en sortir à bon compte. Eux aussi ont nourri la bête et se sont nourris sur le dos de la bête. Et vous verrez dans les jours et dans les semaines qui viennent beaucoup de noms d'Algériens, entrepreneurs, entre guillemets, apparaître. Et j'ajoute un dernier mot là-dessus, si vous le permettez, c'est qu'il y a 5 délits concomitants. Le premier délit, c'est l'exportation illégale de capitaux. Le deuxième délit, la détention de devises à l'étranger. Le troisième, l'évasion fiscale. Le quatrième, la surfacturation à l'importation. Et le 5e délit est faux de vin. Il y a au moins 4 délits qui frappent les personnes dont vous parlez, y compris la détention illégale de devises. Nul n'est censé ignorer la loi. Le seul fait pour M. Bouchouel et pour M. Chakib Khalil de détenir des devises à l'étranger est un délit pénal qui pourrait leur valoir la prison. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Vous savez, Ali Benouari, vous savez ce qui garantit à un poisson de pouvoir vivre, persévérer, prospérer, vous savez quoi? C'est d'être dans l'eau. Un poisson a besoin d'être dans l'eau pour être dans son élément, pour pouvoir respirer, vivre. Or, ces gens-là dont vous nous parlez, ils sont dans l'eau. C'est des poissons dans l'eau. Ça veut dire tout leur élément, tout leur environnement est constitué de gens comme eux. Ce ne sont pas des dizaines, ce ne sont pas des centaines, ce sont des milliers de hauts fonctionnaires qui tous se sucrent, qui tous se servent à des degrés divers, bien sûr. Il y en a qui prennent des millions de dollars, il y en a qui prennent des centaines de milliers de dollars, il y en a qui prennent des centaines de millions de dollars. Donc, ils se tiennent tous les uns les autres par la barbichette. Si l'un tombe, il entraîne tout le monde avec lui, et donc, c'est une sorte de garantie pour eux de ne pas tomber, et c'est pour ça qu'ils ne tombent pas d'ailleurs, et qu'ils ne se laissent pas tomber les uns les autres. Absolument. Absolument. Ce que vous dites est tout à fait vrai.
dit encore une fois, 17 ans de pouvoir ininterrompu et sans partage, avec une rente considérable entre les mains, dont ils sont seuls à disposer sans aucun contrôle, ni du Parlement, ni de Cour des comptes, ni d'aucune institution. Il est normal qu'ils finissent par penser que cet argent leur appartient. Pour eux, les centaines de milliards de dollars qui sont passés entre leurs mains, ce n'est pas l'argent du peuple. Je crois qu'ils ont fini par acquérir la conviction que c'est de l'argent qui leur appartient. Tout au plus, ils daignent donner quelques miettes au peuple affamé. Vous savez, ces manifestants à Bouira, n'est-ce pas, cette marche de Béjaïa à Alger, j'ai été à leur rencontre à Bouira, et vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit qu'ils ont le droit, non seulement ils ont le droit de manifester pour régulariser leur situation, mais ils pourraient demander une augmentation de salaire comme tous les Algériens à hauteur de 100 000 dinars par mois. Oui, l'Algérie peut payer jusqu'à 100 000 dinars par mois de salaire minimum. Et pourquoi on ne le fait pas? Pour plusieurs raisons. 30 000, vous voulez dire 30 000 dinars? Vous voulez dire 30 000 dinars? 100 000 dinars. 100 000 dinars. Vous avez bien entendu. Oui. L'Algérie a les moyens de payer 100 000 dinars par mois de salaire minimum. Voilà qui fera plaisir aux syndicats autonomes, n'est-ce pas, aux syndicats libres, certainement pas aux syndicats que vous connaissez. Mais je leur ai dit que leur marche est tout à fait légitime pour cette raison. Parce que si le peuple aujourd'hui en arrive à quémander un salaire qui est indécent, 3 fois moindre qu'en Tunisie au Maroc, alors que le pays est incommensurablement plus riche, c'est à cause de cette corruption générale qui ruine le pays et à cause, je l'ai dit aussi, il faut en parler, à cause du budget de la sécurité. Ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, leur budget affame également le peuple. Et il produit de l'insécurité, parce que cette façon de gérer produit de l'insécurité, et l'insécurité concourt à augmenter sans cesse le budget sécurité, et voilà encore une spirale infernale qui aboutit à la destruction du pays. Restez avec nous, Ali Benouari. Gilles Ali Hajjaj, vous me disiez tout à l'heure que l'affaire Chakib Khalil est toujours pendante tant qu'il n'y a pas de non-lieu rendu de façon légale. Et vous dites dans le même temps qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, que c'est vraiment une grosse farce. Et donc, moi, je vous renvoie à la question. Qu'est-ce qui empêche demain le régime de lancer une injonction à cette justice, entre guillemets, pour lui demander de rendre un non-lieu? Gilali Hajjaj? Oui. La communication est très mauvaise, mais j'ai compris l'essentiel de votre question. Effectivement, c'est encore pendant. J'allais dire, la justice n'est pas forcément n'est pas contrainte de respecter un calendrier. C'est elle-même, j'allais dire, qui fixe son propre calendrier. Mais ça n'est quand même pas anodin. C'est cette même justice qui, il y a à peine 3 ans, a renvoyé plusieurs convocations à Chakib Khalil, convocations auxquelles il n'a pas répondu. Cette même justice qui a délégué, qui a donné instruction à la police judiciaire à travers le département, à travers le DRS, pour perquisitionner les différents domiciles de Chakib Khalil à Alger, à Oran. C'est cette même justice qui a émis un mandat d'arrêt international qui par la suite s'est avéré, on va dire, un peu entaché de mauvaises procédures. Mais tous ces faits existent. Donc il faut que la justice se prononce. Et par ailleurs, la justice algérienne se doit d'être à l'écoute de ce qui se passe maintenant depuis 2 ans au niveau du tribunal de Milan concernant l'affaire Saipem Euni, son attraque, où Chakib Khalil est cité dans l'arrêt de renvoi. Certes, il n'est pas inculpé, il n'est pas convoqué comme témoin, mais il est cité. Donc tout ça fait que, au jour d'aujourd'hui, la justice algérienne doit se prononcer, mais en même temps, il me semble difficile que la justice algérienne prononce un non-lieu avec l'ensemble de ces faits et de cette actualité judiciaire, notamment en Italie. Gilali Hajjaj, nous n'arrivons pas à joindre Faisal Matawi qui était avec nous, que nous avons perdu.
Est-ce que vous m'entendez, Gilles Hijaj? Comment? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Vous étiez en train de me dire que vous n'arrivez pas à joindre Faisal Faisal Metaoui. Metaoui. Alors comme vous-même, vous avez à votre arc la corde journalistique aussi, je vais donc vous poser la question que je lui ai réservée. Et donc, nous sommes à un moment où le monde du journalisme est en train de changer. Oui, oui. L'affaire Watergate, puis l'affaire Wikileaks, l'affaire Snowden, l'affaire Panama Papers, et en plus des réseaux sociaux, en plus de l'alter-information, de l'information citoyenne, des gens qui prennent en charge leurs propres investigations et qui la livrent directement à leurs lecteurs, c'est en train de changer, d'être bouleversé en profondeur. Alors que chez nous, en Algérie, on en est encore au bâton de la répression, de la fermeture et à la carotte de la publicité. Qu'est-ce qui fait que le monde de la presse en Algérie n'arrive pas à changer, n'arrive pas à se mettre au niveau qui devrait être le sien? Non, la communication est mauvaise, mais bon parce que bon, il y a une... C'est dommage. Je ne voudrais pas faire de jeu de mots, mais il y a une situation orageuse au sens concret du terme en Algérie. Cet après-midi, ça peut expliquer peut-être que Faisal Metaoui ne peut pas être joint, étant actuellement lui à l'est du pays. Moi, je m'aperçois et j'en me réjouis que la communication est relativement correcte. En fait, il faut reconnaître que ce travail du Consortium international des journalistes est une première mondiale. C'est le deuxième dossier que ce consortium traite après l'affaire HSBC. Et ce travail remarquable, sérieux, réfléchi, étudié, ce consortium a pris tout son temps sur l'affaire récente du Panama Papers. Ça fait plus d'1 an qu'il travaille sur ça. Un grand nombre de gouvernements du monde entier reconnaît la qualité de ce travail. Et je trouve que ça, grâce notamment aussi aux nouvelles technologies, grâce à l'avènement d'Internet, grâce à l'existence des réseaux sociaux, malgré toutes les difficultés que les millions d'internautes algériens subissent quotidiennement dans l'utilisation de cet instrument extraordinaire, il y a des vérités qui finissent par remonter en surface, et c'est ça qui est extraordinaire. Je tiens ce discours optimiste et résolument positif en direction de mes compatriotes qui ne doivent pas désespérer, au contraire, quelles que soient les pratiques mafieuses, criminelles, de corruption, de fuite de capitaux, de corruption, dont sont l'auteur un certain nombre de responsables algériens en activité ou à la retraite, ces scandales finiront toujours par remonter en surface. Et si actuellement ce pouvoir affiche une certaine arrogance, humilie l'opinion publique algérienne, ne vous détrompez pas. Ça cache un climat de panique, ça cache un climat de débandade. Ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche parce qu'ils craignent que si l'un d'entre eux se met à révéler un certain nombre de secrets, tout risque d'exploser. Ce n'est pas encore un pouvoir qui est comme un château de cartes, mais c'est un château de briques un peu chancelantes. Nous ne voulons pas que les choses se terminent dans la violence. Nous voulons qu'il y ait des changements de manière pacifique. Mais c'est vrai que le peuple algérien en a réellement marre. Cette corruption généralisée, ces scandales à répétition, ces capitaux placés à l'étranger, tout ça agresse le peuple algérien, notamment parmi eux les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui sont en panne, qui sont en marge de la société. Il y a une colère qui gronde. Il faut que cette colère puisse se transformer en une contestation pacifique. Malheureusement, si les Islandais, de par l'avancement démocratique de leur pays, peuvent sortir dans la rue et faire pression et amener le Premier ministre à démissionner, malheureusement, nous n'en sommes pas encore là en Algérie parce que la moindre contestation, c'est la répression, c'est le bâton, c'est l'emprisonnement, c'est l'harcèlement judiciaire et c'est toutes sortes d'intimidations. Mais il faut garder espoir, et garder espoir alimenté par une action quotidienne, par une action organisée et par une action de la plus pacifique possible. Le changement est à notre portée, le changement est à nos portes. Avec nous, Gilles Hijaj, je vais demander au soutien technique de vous appeler sur votre autre téléphone
parce que j'ai besoin que vous répondiez à la question que vous n'avez pas entendue. On va vous appeler sur votre fixe. Et je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari, je vais vous poser une question qui va peut-être vous sembler grave et qui est grave, qui est réellement très grave. Vous êtes un ancien ministre. Vous êtes président d'un parti, un parti non agréé, par ailleurs, qu'il faut relever et qu'on vous refuse, dont on vous refuse l'agrément. Vous êtes un fin connaisseur de la banque, de la haute finance. Vous vivez en Suisse où vous connaissez très très bien ce monde. Est-ce que les Européens, les Occidentaux, n'évaluent-ils pas à sa juste mesure ce risque algérien? L'Algérie, dont le peuple, 40 millions d'êtres humains qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pris en otage par une mafiocratie, par une association de malfaiteurs, qui pourrait pousser ce peuple à l'explosion. Nous espérons qu'il ne se passera rien dans ce pays béni, dans ce pays qui a été arrosé par le sang de millions de gens. Est-ce que vous, là où vous vous rendez souvent, vous vivez entre l'Algérie et la Suisse, est-ce que les Occidentaux ne sont pas conscients du péril que si jamais ça explose en Algérie, c'est toute l'Europe qui va payer les pots cassés. Elle va payer les pots cassés. Il n'y a aucun doute là-dessus pour avoir, je ne parle pas des peuples européens, de leurs dirigeants qui ont soutenu à bras tendus des dirigeants mafieux, des dirigeants criminels, des dirigeants qui ont pris tout un pays, son économie, ses ressources et même son avenir en otage. Oui, je confirme que les Occidentaux n'ont pas conscience du danger auquel ils s'exposent en soutenant un régime de soudards. Au cours de ma campagne électorale, j'ai eu l'occasion d'aller un peu partout en Amérique, en Europe, et partout j'ai développé ce discours. Et mes fameuses lettres à Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, au président de l'Union européenne, de la Commission européenne, José Manuel Barroso, comme à Obama, autrement dit les dirigeants des plus grandes puissances, des plus grands partenaires d'Algérie, ne disaient que ça. Ça veut dire que faites très attention. Si vous continuez à soutenir la mafiocratie, comme on pourrait l'appeler, en Algérie, et dans les pays arabes en général, vous allez pousser les peuples au désespoir. Une fois qu'ils sont poussés au désespoir, et souvent, hélas, à la guerre civile, là, vous vous réveillez et vous intervenez pour protéger vos ressortissants, soi-disant, et soi-disant les minorités en danger. Je les ai mis en garde et j'ai rajouté, en d'autres circonstances, que si l'Algérie, pays pivot, pays clé, État clé, s'effondre, le Maghreb s'effondre, et si le Maghreb s'effondre, par effet domino, toute la rive sud de la Méditerranée s'effondre. Et vous aurez à ce moment-là des dizaines et des dizaines de millions de boat people qui viendront demander l'asile en Europe, qui ne demanderont rien du tout. Ils vont partir à l'assaut de l'Europe. C'est un péril immense auquel l'Europe s'expose. Mais pourquoi vous, Ali Benouari, vous et les très nombreuses élites algériennes qui se trouvent en Occident, les diasporas composées de grands cadres, de grands intellectuels, de savants, de scientifiques, pourquoi vous ne vous organisez pas de façon à défendre votre pays, à attirer l'attention des peuples européens, des opinions publiques européennes, occidentales, pour les réveiller, pour leur dire que leurs dirigeants sont les complices d'assassins, de criminels, de voleurs, de pillards? Bien sûr, nous avons commencé, vous n'êtes pas sans ignorer, puisque vous avez couvert notre association en France, nous avons commencé à nous organiser. Et je suis certain que le mouvement qui a pris son essor un certain 12 mars 2016 gagnera l'ensemble de la diaspora. L'ensemble de la diaspora se mobilisera parce qu'elle sent de plus en plus que le pays est en danger. Et vous verrez également que bientôt, toutes les banques qui abritent de l'argent algérien verront en face d'elles se dresser des manifestants qui exigeront la restitution de l'argent algérien au peuple algérien. Ce n'est que le commencement. Ayez confiance dans cette diaspora. Mais j'aimerais rajouter une chose. Je crois que le régime de soudards qui nous gouverne, et ces soudards ne sont pas des sots. Je crois qu'ils ont parfaitement compris le danger. Et c'est la raison pour laquelle ils ont tenu à exclure de la nouvelle constitution
les 20% d'Algériens qui vivent au sein de la diaspora. 20% des Algériens ont été exclus de l'exercice de leurs droits politiques parce que, sans doute, pour moi, probablement, le pouvoir a compris que le danger viendra de là. Merci Ali Benouari. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je reviens à Gilali Hijaj que nous avons réussi à joindre sur un téléphone plus audible, j'allais dire. Gilali Hijaj, vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, je vous posais la question tout à l'heure que vous n'avez pas très bien entendue, à savoir que dans ce bouleversement dont vous nous avez vous-même parlé du monde de l'information, l'Algérie, la presse algérienne, le monde de l'information en Algérie reste l'otage de la politique ambivalente, de la carotte de la publicitaire et du bâton de la répression. Et nos journalistes, nos confrères, à vous et à moi, sont là, transis, sidérés, et ils ne bougent pas, ils ne s'organisent pas, ils laissent faire, ils se laissent faire. Jusqu'à quand, Gilali Hijaj? Je trouve que votre diagnostic, mais il n'est pas entièrement faux, mais je le trouve quand même un peu sévère. C'est-à-dire que je ferai le distinguo entre la corporation des journalistes, j'allais dire en tant que salariés, et le monde des éditeurs, le monde des actionnaires, donc des propriétaires des médias, que ce soit journaux, en ligne, journaux papier ou télévision. Je vous concède une chose, depuis quelques mois, il y a un passage à vide. Il y a un passage à vide. Nombre de journalistes qui étaient connus pour leur professionnalisme, pour leurs compétences, pour leur courage, sont en train sont en train de subir, sont dans une sorte de traversée du désert. Et il est vrai que ce contexte-là n'est pas fait pour arranger les choses. Mais en même temps, pendant longtemps, cette même presse, j'allais dire, était un peu à l'avant-garde des luttes sociales, à l'avant-garde du droit d'accès à l'information. Et elle subit aussi, de manière parfois très insidieuse, de fortes pressions qui peuvent mener à une certaine asphyxie financière. Je crois que le syndrome marocain qui est bien connu d'asphyxier financièrement les médias qui n'obéissent pas au gouvernement et au roi, nous sommes en train de le subir dans notre pays depuis quelques années, et plus particulièrement depuis quelques mois, ce qui peut amener à quelques bouleversements, on va dire, dans la composition, dans l'existence même d'un certain nombre de médias qui étaient un peu à l'avant-garde. Ceci dit, il y a quelque chose qui se développe de manière assez spectaculaire en rattrapant une partie des retards. C'est ce que moi j'appellerais, je n'ai pas créé l'expression, un peu une sorte de journalisme citoyen à travers les réseaux sociaux. C'est un phénomène qui se développe de manière remarquable. Il est encore balbutiant, il est encore un peu désordonné, c'est un peu un fourre-tout. Mais je pense que ça peut aboutir à des formes organisées d'un journalisme citoyen qui ira en se développant, qui ira en qualité et qui ira en compétence et en transparence. Merci Gilali Hijaj. Merci Ali Benouari. Je suis désolé pour les très très nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous appeler. Nous n'avons malheureusement pas ouvert le standard aujourd'hui. On me dit que les appels sont innombrables, que le standard vraiment est ultra saturé. Ça n'a pas été possible aujourd'hui. Je voudrais, vous, mes chers téléspectateurs, vous demander pardon si je m'emporte parfois, si je ne me retiens pas, si je ne suis pas très professionnel, si je ne suis pas très objectif. C'est tout simplement parce que c'est comme si j'assistais à la mise à mort de quelqu'un qui m'est très cher, a fortiori de mon pays, de ma patrie. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas rester froid, distant, observer une certaine distanciation, une certaine objectivité professionnelle à un moment où une véritable mafiocratie le mène à mal et le mène droit au mur. Merci à vous d'avoir donc suivi cette émission. Bqaw ala khair b'slama.